Pour cette grande première de l'émission L'aventure d'une vie, je vous invite à Bali, à visiter chez Pascal Morabito Heartcliff Villa à Bingin qui se trouve dans le sud de Bali. Un lieu absolument hors du commun, hors du temps, creusé dans la roche, qui regorge d'objets plus extraordinaires les uns que les autres et une vie également extraordinaire. Je vais interviewer Pascal Morabito et vous allez voir, c'est une vie hors du commun. Allez, suivez-moi. Pascal Morabito, je suis enchanté et ravi et très ému de te rencontrer aujourd'hui et de partager cette interview avec toi. Merci de m'accueillir dans cet endroit magique que vous avez construit avec ton épouse, Marie. Et nous allons aborder bien entendu ta vie passionnante, tes 55 ans d'artiste, 55 ans de magie, de talent, de création. Aucune limite, aucun mur, rien ne t'a arrêté. Et je suis Rien ne m'arrête. Rien ne t'arrête, toujours. Et je suis très ému d'échanger avec toi sur ta vie si passionnante et si unique. Mon cher Pascal, il me semble que tu as collaboré avec certains des plus grands artistes internationaux. Et ça, peu de personnes sont au courant. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire, ces noms, qui sont-ils, qui étaient-ils? Raconte-nous tout, Pascal. Alors, ça remonte à pas mal d'années. Donc, en faisant mes études d'architecte, je m'intéressais à peu près tout l'art et tout ce qui correspondait. Donc, je suis allé voir les artistes comme César, Armand, Dali, Vasarely, Ivaral, et je leur ai dit, voilà, je peux travailler pour vous. Comme ça? Ouais. Tu as toqué à la porte? Je peux travailler pour vous. Bien. Donc, j'étais introduit comme ça très facilement chez les plus grands qui étaient ravis d'avoir un serviteur. D'accord. Un serviteur. Donc, par exemple, Dali, lorsque tu dis que tu as travaillé, que tu as collaboré avec lui, pas en tant que serviteur, mais disons que oui, collaboré ou appris par des choses avec lui. Par exemple, chez Dali, il était en train de construire dans son jardin la piscine et le décor du jardin. Et ben, j'ai dit, on va le faire ensemble. Ah d'accord, comme ça. Et tu avais quel âge? Et là, j'avais 25 ans. D'accord. Donc c'est vraiment 23 ans, pardon. Donc je travaille avec eux et par exemple je suis à Cadaqués chez Salvador Dali et la piscine, mais je voudrais, c'est Dali qui parle, je voudrais que la piscine, que personne ne nage, c'est trop polluant que moi. Donc il voulait que personne nage dans la piscine? Que lui. Il n'y a que lui. Une piscine privée donc. Et alors j'ai pris des oursins. Étant donné que je travaillais avec Armand, j'avais les connaissances des résines. J'ai noyé les oursins dans la résine. J'ai fait le dallage de départ en oursin résiné. Donc, et seul le divin Dali peut se baigner sans se piquer les pieds. Voilà. Tu veux dire que c'est toi qui lui as proposé de ce concept des oursins? Il voulait que personne se baigne dans la piscine. Je dis, il faut une dissuasion. C'est formidable. César. Alors César, je travaille avec Armand, qui était devenu un très bon ami. Et là, César me dit, on va faire des bijoux, puisque je travaillais aussi des bijoux pour des gros clients. Donc, c'était à Nice, c'était dans le sud. César était à Saint-Paul-de-Vence. D'accord. Et c'est donc César, le fameux artiste qui a fait les fameuses compressions, etc. Ses ateliers étaient centralisés chez lui aussi? Alors, ses ateliers étaient dans les usines. Car César avait un petit atelier à Paris, rue Roger, mais il ne faisait que mettre en scène toutes ses pièces. Autrement, les compressions étaient faites dans les ferrailleries, etc., dans les casseurs. Il faisait des expansions. C'était sa période d'expansion. Compression, expansion. D'accord. Et donc, il voulait faire des expansions en bijoux. J'ai fait quelques exemples et tout ça, et ça ne me plaisait pas vraiment. Et un jour, je suis dans mon atelier à Nice, faisant des bijoux commerciaux pour une cliente extrêmement riche qui me permettait de financer mes extravagances. Il est 7h du soir, je suis dans l'atelier,
avec mes bijoux. Et César me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu devrais les esquicher. Esquicher en marseillais, c'est écraser. Moi, je faisais ça que pour gagner l'ouverture. Ne regarde pas mes bagues, je veux pas que tu m'esquiches mes bagues. Non, c'est les miennes, tu vas pas les esquicher. Mais tu vas voir, je sais esquicher tes bagues. Tu n'esquicheras pas mes bagues. Je suis dans mon atelier, 7h du soir. Il me dit, ce soir, il y a l'anniversaire de Simone Signoret à la Colombe d'Or. Pascal, viens, il y a tout le monde, c'est magnifique. Ministre de la Culture, etc. Attends, mais je peux pas, je travaille. Ok, puis je suis en train de travailler. Et puis je dis, il a raison quand même. Allez, je vais esquicher. J'étais seul, il n'y avait plus d'ouvriers. Donc je me mets à esquicher les bijoux. Et j'ai sorti la première compression d'or. D'accord. Donc j'ai compressé. J'ai soudé. Quel volume à peu près? J'ai soudé tout petit, comme ça. Tout petit comme ça. 5-6 cm. D'accord. Je fais la première compression d'or. Je la polis. Oui. Je lui mets un cordon. Et puis, hop. Et je prends ma Porsche Targa. Oui. Je file à la Colombe. Tu avais quel âge? J'avais 22 ans. 22 ans, la Porsche Targa quand même. Que j'ai financé avec mes clients exceptionnels. Je monte à la Colombe d'Or. Donc le petit cordon, le bijou dans la main. Dans la main, d'accord. Et j'arrive à la Colombe d'Or. César est là. César, regarde. Et il me prend comme ça, je signe. Et il prend un tableau qu'il avait fait pour Simone Signoret, parce que c'était son anniversaire. Il me l'offre. C'était un échange, c'était clair, l'affaire était conclue. Et il l'offre à Simone Signoret. Succès magnifique à table. Et c'est démarré comme ça. J'en ai la chair de poule. Oui, c'est démarré comme ça. Et 3 jours après, il partait au Japon. Il me dit, viens au Japon. J'ai dit, non, maintenant je vais travailler. Il y a du boulot. Donc voilà, j'ai fait une 30aine de compressions qu'on a exposées Place Vendôme à Paris. Un Place Vendôme. Et ça a été un succès considérable. Ça doit être la première personne qui est rentrée à l'exposition et que je ne connaissais pas à l'époque, c'était Salvador Dali. Il habitait le Meurice à côté. Ça doit être des souvenirs absolument merveilleux. J'étais en train de balayer le sol pour l'ouverture. Le premier qui rentre, c'est Salvador Dali. J'ai le balai à la main, je le planque derrière une colonne et je reçois Salvador Dali. C'était un grand honneur parce que c'était faisait partie de mes idoles à l'époque. Bien sûr. Toujours. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Que des souvenirs qui doivent Essayez de faire de sa vie une œuvre d'art. Bien, Pascal. Ça va être un grand bonheur pour moi d'échanger avec toi sur ce sujet. Parce que figure-toi qu'en tant que bijoutier, joaillier, sertisseur, eh bien, je me suis rendu compte en parcourant les objets que tu as créés que tu avais créé toutes les choses que je croyais avoir créées. tu les as créées avant moi alors que j'étais persuadé de les avoir créées et que personne d'autre ne les avait fait. C'est une humiliation pas possible. Non, et c'est à la fois un grand honneur. C'est une vérité. J'avais un jour créé les constellations du zodiaque sur des petits fils d'or, etc. Et je me suis dit, oh, personne ne les a fait, mais quel génie je suis, etc. Et là, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, je regarde là, je fais, hein? Et tu les avais fait. Et tu les avais fait en 1975, année de ma naissance. Oh là là. Comme quoi, j'ai pris une bonne claque. Au contraire, non. Mais je suis fier aussi. Non, ça fait partie des... Ta fameuse création du diamant captif, de la collection du diamant captif, en 1972, si je me souviens bien. Je veux savoir. Raconte-moi, raconte-nous, s'il te plaît. Cette collection absolument merveilleuse. Je travaille avec César Armand. Il y avait tous les artistes comme ça. Je leur fais leurs bijoux. Oui. Ça marche très bien. Et un jour, César me dit, Pascal, mais on gagnait énormément d'argent, puisque en écrasant les bijoux des gens, en faisant une compression, on prenait, c'était un peu comme la Banque de France, c'est-à-dire on imprimait, sans garantie. Il me dit, de toute manière, tu ne vis que grâce à moi. Donc, j'ai arrêté.
du jour au lendemain de travailler avec César, du reste avec tous les artistes, Tu as arrêté du jour au lendemain. du jour au Ça, lendemain. D'accord. Ok. Et je me suis mis au vert, totalement, pendant quelques mois, pour décanter. Et j'ai dit, Pour décanter, voilà, tu voulais te laisser un petit peu, respirer. voilà, tu voulais te laisser digérer un petit peu tout ça pour pouvoir aller de l'avant. Et je me suis aperçu. Excuse-moi, ça t'avait un petit peu, c'était un moment un petit peu. Oh non, 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 et- c'était bien, c'était un passage à niveau. C'était un passage à niveau, exactement. Je... On en a tous besoin. Oui, c'est très important. On en a tous Un échec est fabuleux dans la vie. Un échec est fabuleux, tout à fait. Je suis d'accord. Donc je suis en réflexion, j'imagine Un diamant flotté. flottant dans un cube. Sans Donc rien j'avais les d'autre. connaissances, grâce à Armand, des résines et de la transparence, grâce à César, du plein qui devenait du vide, et Dali, la folie qui enrobait tout ça. Et le cube en est l'expression. Tu t'es orienté vers le cube par facilité technique ou c'était vraiment, tu voulais que ce soit un cube par le design? Est-ce que Cubique c'était centré, le cubique centré, parce qu'il faut le c'est centrer, la hein. molécule. C'est la molécule. On est composé de cubiques centrés. Donc c'est nous-mêmes. Donc je ne faisais qu'extraire un fractal, Un fractal de de nous-mêmes et le retranscrire en. voilà. D'accord. Et- Donc c'était alors, volontaire. C'était bon, volontaire. Ah oui. C'était beaucoup de chance dans le sens que ça a été quasiment immédiatement approuvé. Ce qui n'était pas une évidence. Quand je l'ai montré au premier bijoutier pour le diffuser. Ah bah ils ont et dû, tout, bah tu cassais les non, codes. non, mais Donc ils ont dit, jamais de la vie, jamais. bien sûr. Il y avait une grande maison qui s'appelait Fred. Oui. Jamais du plastique ne rentrera chez nous. Toutes les possibilités. Mais bien entendu, tu cassais les codes et d'arriver avec ce concept où tu amènes un matériau, comment dire, profane dans le domaine de l'ultra précieux devait être une humiliation pour les gens à qui tu l'as présenté, qui devaient se dire c'est tellement génial qu'on ne peut que dire que ce n'est pas bien. Parce Oui, que si tu veux. tu avais cette innovation qui cassait tous les codes et qui était absolument Ah bah, géniale et qui était en plus Tu sublimée. t'es présenté par- comme sertisseur, j'ai plus de sertisseur. Bah écoute, je suis comblé. Nous continuons dans ta carrière hors du commun et j'ai très envie de parler de la fameuse œuvre que tu as réalisée qui est la pyramide fractale, qui fait, si je ne m'abuse, 22 mètres par 30. 33 mètres par 33 mètres. 33 mètres par 33 mètres, 3, 6, 9, on retrouve toutes les... C'est On naturel. retrouve la géométrie sacrée. Et donc cette pyramide de 33 par 33 qui est en acier, En acier corten. en acier cortel que tu as fait, qui est unique en fait, qui est une œuvre absolument où on n'a jamais vu une pyramide de pareille. Raconte-nous comment D'abord, tu en es arrivé pour là la réaliser, il fallait les techniques d'aujourd'hui. Il C'est-à-dire fallait du les temps des techniques modernes de Égyptiens, construction. on ne pouvait pas. Bien sûr. Parce que, voilà. Donc déjà, je me suis adapté aux techniques d'aujourd'hui. Et toujours en partant des pleins et des vides, j'ai dit cette pyramide est magnifique, mais on va les vider de ce qui n'est pas indispensable. Quand tu parlais de cette pyramide, tu avais un exemple en tête, tu parles, de la Khéops. tu parles de la grande pyramide de Khéops, on est d'accord. Et je la fais à Paris. Je la fais à Paris, place Vendôme. Tu as d'abord commencé par en faire un objet en soi banal, enfin pas banal, mais disons de petite forme, et ça t'est venu après de De te dire... petite taille. De petite taille, pardon, Mais- excuse-moi, de petite taille. Je crée cette maquette, en somme, en l'imaginant à multiples échelles, suivant l'évolution des moyens et des techniques. C'est-à-dire, à l'époque, je faisais ça en morceaux de bois que je collais les uns après les autres. Alors, j'imagine en plus grande taille en acier, et puis après, je peux l'imaginer. Je me suis amusé à la garantir 4000 ans, mais ça peut être plus. Et donc, je fais cette... Donc le projet du chantier de la faire à 33 mètres. Alors, c'est né d'une
d'une chose extrêmement simple. J'ai un très gros client japonais qui me dit « Pascal, je voudrais une sculpture pour mon golf en Normandie. » Bien, ben, je lui ai dit « J'ai ce qu'il vous faut et je peux vous montrer la maquette. » Le client, le propriétaire du golf est japonais? Oui. D'accord. Je peux vous montrer la maquette. Il me dit, je peux pas maintenant, mais dans un mois, je reviens en France. Alors, la maquette est faite. Je dis, bah, j'ai un mois, je peux faire la sculpture. Et dans mon appartement Place Vendôme, je suis pas très haut de plafond, mais j'ai 3 mètres. J'ai dit, bah, je vais la faire de 3 mètres, 33 cm, et 3 mètres 33. Et je la fais en acier corten, je mets une simèse en acier seulement. Et le japonais arrive, je peux venir, c'est un plaisir. Il vient et il arrête, il me dit. Mais il pensait toujours que c'était la maquette. Donc je dis, elle aura 33 mètres parce que c'était un peu plus grand que la pyramide du Louvre. Je crois qu'elle faisait 32 mètres. Et oui, bien sûr, un peu plus grand que la pyramide du Louvre. Un petit peu plus grand, mais c'est exactement ce que je veux et tout. Et il a dit banco tout de suite. Ah, tout de suite. Banco, tout de suite. Tout de suite. Et donc sur les questions de la construction, le délai et tout ça, qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Il t'a demandé combien de temps ça a mis à faire? Bien, je reste sur mes chiffres magiques. Pour faire un enfant, c'est 9 mois. 9 months, 9 mois. Tu lui as dit comme ça, sans savoir. Je fais la magie. Pratiquement tout ce que je dis. C'est de la magie. Après, ça demande d'efforts, ça demande beaucoup d'énergie, mais en général, si je dis quelque chose, je le fais. Je te raconte pas quand il m'a demandé le prix, comment je fais. Oui. Ah, je te le dis. Le prix. C'est drôle. À combien? Et là, tout d'un coup, j'ai dit 33 ans, c'est l'âge du Christ. 45, c'est ma date de naissance. L'année de ma date de naissance. Eh bien, on va lui dire 45 millions. À l'époque, c'était pas des millions, c'était des francs. Ça fait 7 millions d'euros. Donc je dis ça. 40, t'as dit 45 millions. Je savais pas du tout combien ça allait coûter. Ah oui, pour ça, je lui demande... Tu l'as dit comme ça? Non, je lui demande 5 minutes. En disant le 33? 5 minutes pour aller voir dans mon bureau ce qui était prévu. Oui. C'était du bluff. Oui. Donc je reviens dans mon bureau, je ressors 5 minutes après, 3 minutes, je dis le prix. Je dis ça à son secrétaire, qui lui transmet parce qu'il parlait que japonais, même pas anglais. Il lui dit, il fait yes. Attends, tu lui as dit, t'es parti 5 minutes, tu es revenu, tu lui as dit c'est 45 millions de francs. Oui. Et il a dit yes. Ben son interprète, tout de suite. Tout de suite, il a dit yes. Je te sers comme ça, parce que... C'est magnifique. Attends. Comment gagner 45 millions? C'est magnifique. Est-ce que tu voudrais partager avec nos spectateurs et avec moi-même, bien entendu, un moment de ta vie, une partie créative de ta vie auquel tu apportes une attention particulière ou une émotion particulière ou quelque chose qui se détache un petit peu de ton parcours sur ces 55 ans de création? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort du lot vraiment que tu aimerais partager avec nous? Alors, donc ici est réuni grâce à ma maman, parce que des objets que j'aimais bien, qui me donnaient de l'émotion, je ne m'en séparais pas. Tu as commencé très très jeune, par exemple... J'ai commencé à 7 ans. À 7 ans. Ouais. À 7 ans, j'ai acheté un chapiteau qui est ici, gothique flamboyant, qui m'avait donné une émotion. Que tu as exposé dans ton, ton musée émotif, émotionnel de ta vie. Mais pourquoi Bali alors? Ah, pourquoi Bali? Mais ça remonte très très loin, Bali. Ça fait combien de temps que tu es ici? 17 ans. Ça fait 17 ans que tu es installé. Moitié-moitié entre Bali et le monde. Et le monde en général, oui. D'accord. Paris. La France, non, j'oublie pas. Tu n'oublies pas. Non. J'ai une maison à Marseille, une maison près de Paris. J'y vais constamment. Tu y vas régulièrement? Oui, régulièrement. Quand j'avais 25 ans, que j'achète l'hôtel particulier dans l'île Saint-Louis, j'ai un butler qui est balinais. Oh. Alors ça... Et il me dit, Monsieur Morabito,
aller à Bali, Quel était son nom? Tumino. Tumino. Un butler balinais. Pour Paléo. Que je connais toujours, maintenant qui a travaillé à l'ambassade d'Indonésie à Paris et qui maintenant est à la retraite. Alors, donc, il me dit, Monsieur Morabito, allez à Bali, vous y resterez. Ah, il t'a dit comme ça. À ce moment-là, je dis à Marie-Ève, eh bien, on va aller à Bali et je pense que c'est là qu'on restera. Sans y avoir été. Sans y avoir jamais été. Donc tu l'as pris pour mot, ce qu'il t'avait dit. 30 ans après ou 40 ans après. Tu l'as pris au mot. Il le savait. Et là, pendant 1 an, je suis allé tous les mois à Bali pour trouver l'école, l'installation et tout. Et là, j'ai la chance de trouver la maison que j'ai aujourd'hui, Morabito Villa, qui était un petit hôtel pourri, je m'en souviens. mais magnifiquement bien placé. Je m'en souviens très j'ai bien. un coup de foudre étonnant. Et je dis, c'est là où il faut s'installer. Que tu allais habiter là-bas, tu avais des doutes? Ou, voilà, tu es parti et Alors, tu savais je suis un homme qui n'a pas de doute. Donc tu es parti Quand je décide quelque chose... sans c'est y avoir décidé. été. Oui, auparavant. déjà pour Bali. Et puis après pour la maison de Morabito Art Villa, j'espère que vous irez, c'était... Je ne peux pas habiter autre part que là. Comme quand j'habitais l'île Saint-Louis, comme j'ai habité Place Vendôme, je ne pouvais pas habiter, comme l'île à Marseille, je ne pouvais pas habiter ailleurs que là. C'était là. Et on s'installe et on développe donc la Morabito Art Villa, qui est devenue... qui est devenu maintenant, voilà. qui est donc, pour que pour maintenant, les gens le concept qui nous regardent, qui est devenu un endroit incontournable. Incontournable à Bali. C'est devenu un endroit incontournable. On a fait Beach Club. Donc il est situé dans la ville de Canggu. À Canggu. Voilà. Mais Canggu, c'est donc Canggu sur le bord de mer. En bateau d'ici, on met 20 minutes. Tu y vas parfois? Oui. Tu y vas parfois en bateau? Avec un petit bateau de pêche. Avec un petit bateau, tu vas là-bas. Tu mets 20 minutes. Et c'est tous les vendredis soirs que les plus belles soirées de Bali se passent. Voilà. Et là... Je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai fait plusieurs fêtes là-bas. Bon, vraiment quelques petites. Hein. Et là, j'ai fait mon musée. Tu as fait un musée que j'avais visité une fois, un soir. C'était donc karmique. Tu devais... Ah bah, je pense... Il n'y a même pas eu de coup de foot, c'était écrit. Attends, il n'y a pas un jour où je ne travaille pas, hein, où je construis. Il travaille tous les jours, Marie? Ma vie, c'est une liberté contrôlée. Ta vie est une liberté contrôlée. Parce qu'il y a des libertés qui sont un peu chiantes parfois, mais la tienne ne l'est pas. Alors moi, il n'y en a aucune qui est chiante. Il n'y en a aucune qui est chiante. Est-ce qu'il y a le premier objet que tu as chiné ou que tu as trouvé ici? Important, je parle vraiment symbolique. Oui. Alors tu vas nous le montrer. Ah, ça, c'est très important. Ça, c'est quoi? Ça, j'ai 7 ans. Je vais avec une amie de mes parents. Tu as 7 ans? J'ai 7 ans. Dans une vente aux enchères. Et il y a cette pièce qui est gothique flamboyant. Oui. J'ai un choc. Je lui dis, je la voudrais bien. Et on l'a acheté. Et j'avais 7 ans. Et tu as fait, c'est ton premier achat d'une vraie antiquité? Oui, sûrement. Parce que là c'est quoi là? C'est une pièce de musée. C'est une pièce de musée, on est d'accord. Pièce de musée. Et ça, c'est un objet. Alors, tu m'as parlé d'un objet que tu aimerais. Oui, un objet que j'aimerais rapporter en salle des ventes. Alors cet objet, il a une véritable histoire. Ah. Et il est le générateur des expositions les plus magnifiques de Damien Hirst. Oh. Il est tombé en extase devant des pièces de fouilles. C'est des pièces de galère, ça? Oui. C'est des pièces de galère. Donc ça, c'est quand je cherchais dans les fouilles. C'est 18e? Oui, exactement. Exactement. Ah oui, bien sûr. Tu as compris. Incroyable. Donc, quand il a vu ces objets, j'en avais plusieurs, il est tombé en pâmoison. Et quand il est rentré en Angleterre, il a fait toute son exposition qui a été exposée à la Biennale de musique, toute basée sur des pièces à concrétion. D'accord. Mais l'exposition est magnifique. Okay. Donc écoute, ça, c'est Damien Hirst. Je ramènerai ça en salle des ventes avec grand plaisir. Effectivement, ça a une grande valeur symbolique. Ça a nourri des expositions magnifiques. Mais voilà. C'est un petit peu la caricature de la pièce que l'on trouve dans les galères qui ont été... Voilà. Et qui est un peu ce que cette maison, et ce que mes maisons, et
invoquent comme émotion Oui, et peuvent prolonger comme création. d'accord. Bien Pascal, merci beaucoup pour cette visite unique. Je suis ému. Toutes ces choses, tous ces objets, toutes ces histoires. Mais j'aimerais que nous terminions avec ce qui fait partie intégrante de nos vies. Les femmes. Et la femme est, je sais pas qui a dit ça, et le complément de l'homme, c'est Aragon. Eh bien, j'ai voulu réaliser ici un petit village du monde qui permet d'aller ce soir à Capri, si on en a envie, à Venise. Et là, c'est Nice. Nice parce que c'est ma ville de naissance, donc tout est né à Nice et tout continue à Nice. Et peut-être, voilà, je vais peut-être finir mes jours en voyageant le monde tout en restant chez nous. Merci pour tout. Et puis à très bientôt pour boire un verre.